Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'interaction rayonnement-matière qui aura pour cadre principal la relation de Planck-Einstein E égale hc sur lambda. Max Planck est un physicien de la fin du 19e, début 20e. Il sera l'initiateur de la mécanique dite quantique qui révolutionnera la physique au début du 20e siècle. Ses travaux lui vaudront l'admiration de ses pairs et il sera un prix Nobel de physique en 1918 pour sa théorie des quanta. Alors au début du XXe siècle, on connaît les caractéristiques d'un corps noir. Ici on a par exemple quelque chose qui peut être assimilé à un corps noir qui est un four. Ce four émet des radiations lumineuses, et si on trace l'émission de lumière, son intensité en fonction de la longueur d'onde, eh bien on a une courbe avec un maximum d'intensité pour une certaine longueur d'onde. Par exemple pour le soleil, à peu près 6000 Kelvin, eh bien on a un maximum d'intensité lumineuse pour une longueur d'onde qui correspond à une radiation visible, tandis que pour d'autres corps noirs, par exemple des étoiles plus chaudes, eh bien on a un maximum d'émission de lumière pour des longueurs d'onde qui correspondent aux ultraviolets. Alors au début du XXe siècle, on a une courbe théorique issue de calculs particuliers qui ne s'accorde pas avec l'expérience. Ici on a les courbes expérimentales, ici on a la courbe théorique qui montre une intensité lumineuse qui augmente quand on diminue la longueur d'onde. Ce qui signifie que lorsque l'on va vers les courtes longueurs d'onde, donc les petites longueurs d'onde, eh bien l'intensité lumineuse peut atteindre des valeurs extrêmement grandes, voire infinies. Ce qui signifie que si vous êtes à côté de ce four, alors, ou à côté d'un feu de cheminée, alors vous grillez parce que ce four émet des courtes longueurs d'onde à une intensité infinie. Même si vous prenez votre tasse de café, eh bien, le simple fait d'avoir une tasse de café à côté de vous, vous ferez griller. Donc c'est évidemment pas correct, et c'est Max Planck qui déterminera la formule qui permet d'établir l'émission lumineuse d'un corps noir en fonction de la longueur d'onde ou en fonction de sa fréquence. Donc ici on a la fréquence de la radiation, c'est ce qui donne, pour simplifier, l'intensité lumineuse, et Max Planck introduit ce terme H nu qui va révolutionner la physique du XXe siècle. Donc Max Planck découvre que l'énergie ne peut être véhiculée par un photon que par paquet d'énergie, et ce paquet d'énergie a pour expression E égale H nu. On ne peut pas faire plus petit en énergie que ce quantum d'énergie. Alors l'histoire de la mécanique quantique est liée à ces trois personnages, du moins pour le début de l'histoire. Max Planck, le premier, qui émet l'hypothèse que l'énergie ne peut être véhiculée que par une quantité appelée quantum d'énergie h nu. En 1905, Einstein, qui recevra d'ailleurs le prix Nobel pour cela, émettra l'hypothèse que cette énergie h nu, c'est l'énergie du photon. Et pour Einstein, la lumière est composée de particules, le photon, enfin des photons. Et chaque photon véhicule l'énergie h nu. Enfin, Niels Bohr utilisera ces deux résultats pour dire que les transitions électroniques entre deux niveaux énergétiques d'un atome correspondent à l'émission ou à l'absorption d'un photon d'énergie h nu. Donc 1900, Max Planck et son quantum. 1905, la lumière est composée de particules que l'on nomme photons. Et 1913, Niels Bohr et les niveaux d'énergie de l'atome. Donc la valeur de la constante de Planck a pour expression 6,72 puissance moins 34 joules seconde. Cette valeur sera toujours donnée dans un énoncé, ce qui signifie 0,00662 avec ici 34 zéros.
Donc c'est une valeur extrêmement petite, on y reviendra tout à l'heure. Donc, puisque la constante de Planck est en joules secondes, si je veux retrouver des joules à partir de la constante de Planck, je dois multiplier des joules secondes à des secondes moins 1. Et les secondes moins 1, ce n'est rien d'autre que l'unité de fréquence, c'est-à-dire le Hertz, qui signifie qu'on a un phénomène qui se reproduit périodiquement une fois par seconde. On connaît également des phénomènes périodiques, la relation entre la période et la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois qu'on a une période en une seconde, autrement dit, f égale 1 divisé par t. En une seconde, j'ai combien de fois le phénomène qui dure t? Bon, il se trouve qu'en physique atomique, en mécanique quantique, on utilise plutôt le symbole nu pour dire la fréquence. Alors, si on s'intéresse à des phénomènes ayant des fréquences de l'ordre du Hertz, et si on applique la formule E égale h nu, on tombe sur une énergie ridiculement basse, 6,63 10 puissance moins 34 joules, à comparer avec une énergie classique, une pomme qui nous tomberait sur la tête, donc là, le fameux dessin de Gottlieb, bon, ben, l'énergie de la pomme, elle est à peu près de 1 joule. Donc on va utiliser une unité plus pratique, qui est l'électronvolt. L'électronvolt, par définition, a pour valeur 1,6 10 puissance moins 19 joules. Alors, il faut savoir convertir les joules en électronvolts. Si 1 électronvolt égale 1,6 10 puissance moins 19 joules, ce que je vais faire une multiplication, et là, je vais dire que c'est multiplié par 1 joule. J'ai rien changé, mais ça me permet de faire des mathématiques simples. 1 joule, c'est égal à quoi? C'est 1 électronvolt divisé par 1,6 10 puissance moins 19 électronvolts. J'ai simplement fait passer ce 1,6 10 puissance moins 19 de l'autre côté de l'équation, et j'ai donc simplement cette conversion. Alors, intéressons-nous maintenant à ce que signifie une onde électromagnétique. On a ici une onde qui se déplace dans l'espace. On a par exemple un champ électrique qui varie continuellement et qui se propage. Alors il se trouve que la lumière est en fait une onde électromagnétique qui ressemble à celle-là. Donc ici un champ électrique qui varie dans l'espace, et en vert le champ magnétique qui évolue au cours du temps. Donc qu'est-ce qui caractérise une onde? Eh bien c'est sa longueur d'onde. Sa longueur d'onde, c'est simplement la distance entre deux maximums de la perturbation. Ici le champ électrique qui se propage dans l'espace. Et cette perturbation se propage à une certaine vitesse, qui est la vitesse éventuellement de la lumière. Donc dans le vide, la vitesse de la lumière, c'est des mètres par seconde. Eh bien, c'est la vitesse qui correspond à une longueur d'onde parcourue pendant un temps qu'on appelle la période. Et cette période, ou du moins son inverse, eh bien c'est lambda fois la fréquence. Donc E, qui est égal à h nu, eh bien c'est simplement égal à h fois c sur lambda. Donc en fonction de la longueur d'onde du rayonnement, du photon, on aura une énergie différente. Alors toujours vérifier les unités, hein. On a ici des joules, on a ici des joules secondes, ici des mètres secondes moins 1. Si vous faites votre travail avec les unités, vous vérifierez que l'ensemble de cette expression s'exprime en joules si les unités sont correctes. Donc ici on a l'ensemble des longueurs d'onde des radiations visibles qui vont approximativement de 370 à peu près 760 nanomètres. L'ordre de grandeur, il faut s'en souvenir, c'est 400-800 nanomètres pour le domaine visible. Si on prend par exemple 600 nanomètres, on obtient une énergie qui est égale à 6,62 10-34, qui est la constante de Planck, la vitesse de la lumière dans le vide 3 10 puissance 8, divisé par 600, attention aux unités, 600 nanomètres, et on obtient 3,31 10 puissance moins 19.
Alors, quelle unité? Eh bien, on a une énergie. On a utilisé ici que des unités internationales, en particulier H en joules secondes. C'est donc une énergie en joules. Si on convertit ça en électronvolts, en divisant par 1,6 10 puissance moins 19, on obtient simplement à peu près 2,1. Enfin, à peu près, j'ai utilisé deux chiffres significatifs, parce que ici, dans la vitesse de la lumière, j'ai imaginé que l'énoncé me donnait une vitesse de la lumière avec deux chiffres, ce qui est classique. Donc ce photon véhicule de l'énergie, et il peut, lorsqu'il rencontre un atome, exciter cet atome, c'est-à-dire modifier l'état énergétique de l'électron, qui va changer de niveau d'énergie. Alors ça peut être d'un niveau E1 à E2, E1 à E3, E1 à E4, bref, ça peut être de E2 à E3, ou ça peut être des couches supérieures, E6 à E7. Voir si le photon a suffisamment d'énergie, on peut expulser l'électron de l'atome. Donc le photon arrive sur l'atome, l'électron change de couche, et on a donc une énergie associée qui est égale à l'énergie finale E3 moins E1, équivaut l'énergie du photon, c'est-à-dire Hc sur lambda par la formule de Planck-Einstein. Alors, pour ne pas risquer d'avoir des valeurs négatives, je rappelle qu'on prendra toujours la valeur absolue, donc dans ce cas-là, il se trouve que c'est une valeur positive, mais le fait de mettre la valeur absolue nous empêchera de faire des erreurs de signe. Je rappelle que la valeur absolue de moins 4, c'est simplement plus 4, et que la valeur absolue de plus 4, c'est simplement plus 4. On prend la valeur positive qui correspond à ce nombre. Alors une règle très importante, c'est que pour que l'absorption d'un photon soit possible, il faut que ce photon ait une énergie exactement égale à une différence entre deux niveaux existants de l'atome. Alors l'énergie de l'atome étant quantifiée, c'est-à-dire possédant des niveaux d'énergie bien particuliers, on comprend pourquoi les éléments chimiques, les atomes, lorsqu'ils sont dans des vapeurs à faible pression, émettent de la lumière. Donc dans ces deux expériences, en haut l'émission, en bas l'absorption, on comprend que pour deux atomes différents, eh bien, le spectre n'est pas différent simplement parce que les niveaux d'énergie des atomes, c'est-à-dire les niveaux d'énergie qui peuvent être occupés par des électrons excités ou pas, sont différents, et donc on a des spectres différents. Si maintenant on prend l'émission de lumière, donc on a ici un électron à un niveau excité d'énergie supérieure, eh bien il va se désexciter et il va émettre un photon d'une énergie qui correspond à l'écart d'énergie entre le niveau initial et le niveau final. Donc on obtient une différence d'énergie entre les deux niveaux. Pour ne pas prendre de risques, on prend la valeur absolue. Donc cette différence d'énergie est de moins 0,377 moins cette valeur-là. Donc il ne faut pas oublier cette parenthèse. Bref, ça fait 13,2 électronvolts. Si je cherche la longueur d'onde du rayonnement émis, alors j'applique cette formule-là, la relation de Planck-Einstein. Je fais passer ensuite, en faisant des mathématiques, je fais passer le E de ce côté-là, et j'obtiens lambda égale cette expression-là. J'ai simplement remplacé par les valeurs données dans l'énoncé et la valeur calculée, mais attention, là ce sont des électronvolts, il faut donc que je multiplie par 1,6 10 puissance moins 19, et j'obtiens une longueur d'onde qui est égale à 9,4 10 puissance moins 8 mètres, parce que c'est l'unité internationale et que je n'ai que des unités internationales ici. Et ce qui me fait, on aime bien le donner en nanomètres, 10-8 fois 1 mètre, c'est 1 milliard de nanomètres, et on obtient 94 nanomètres. C'est normal, on a une grande différence d'énergie entre ce niveau et ce niveau, le photon émis est donc énergétique, et cette longueur d'onde correspond aux ultraviolets.